Mes parents ont financé les études de ma sœur, mais pas les miennes. 4 ans plus tard, à notre remise de diplôme, la vérité a éclaté. Maman, réalisant enfin leur terrible erreur, a chuchoté, « Hervé. Que avons-nous fait ?» Je m'appelle Florence Fournier et j'ai 22 ans. Il y a 2 semaines, je me tenais sur une estrade de remise de diplôme devant 3000 personnes, tandis que mes parents, les mêmes qui avaient refusé de payer mes études parce que je ne valais pas l'investissement, étaient assis au premier rang, le visage blême. Ils étaient venus voir leur fille, ma sœur jumelle Victoire, recevoir son diplôme. Ils n'avaient aucune idée que j'étais là. Ils ne savaient certainement pas que ce serait moi qui prononcerais le discours d'ouverture. Mais cette histoire ne commence pas à la remise des diplômes. Elle commence 4 ans plus tôt, dans le salon de mes parents, lorsque mon père m'a regardé droit dans les yeux et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Maintenant, laissez-moi vous ramener à cette soirée d'été en 2021. Les lettres d'admission sont arrivées le même mardi après-midi en avril. Victoire a été admise à l'université de Valois, une prestigieuse école privée coûtant 65 000 € par an. J'ai été admise à l'université de Picardie, une solide université publique, à 25 000 € par an. Toujours cher, mais gérable. Ce soir-là, papa a convoqué une réunion de famille dans le salon. Nous devons discuter des finances, a-t-il dit, s'installant dans son fauteuil en cuir comme un PDG s'adressant à ses actionnaires. Maman était assise sur le canapé, les mains jointes. Victoire se tenait près de la fenêtre, rayonnant déjà d'anticipation. J'étais assise en face de papa, serrant toujours ma lettre d'admission. Victoire, comment ça papa, nous couvrirons l'intégralité de tes frais de scolarité à Valois. Logement, nourriture, tout. Victoire a poussé un cri de joie. Maman a souri. Puis papa s'est tourné vers moi. Florence, nous avons décidé de ne pas financer tes études. Les mots n'ont pas tout de suite fait sens. Je suis désolé. Victoire a un potentiel de leader. Elle sait créer des réseaux. Elle fera un bon mariage. Bâtira des relations. C'est un investissement qui a du sens. Il a fait une pause. Et ce qui a suivi a été comme un couteau glissant entre mes côtes. Tu es intelligente, Florence, mais tu n'es pas spéciale. Il n'y a pas de retour sur investissement avec toi. J'ai regardé maman. Elle évitait mon regard. J'ai regardé Victoire. Elle envoyait déjà un texto à quelqu'un, partageant probablement la bonne nouvelle à propos de Valois, alors je n'avais qu'à me débrouiller seul. Papa a haussé les épaules. Tu es débrouillarde. Tu t'en sortiras. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'avais assez pleuré au fil des ans, pour les anniversaires manqués, les cadeaux de seconde main, le fait d'être coupé des photos de famille. Au lieu de cela, je me suis assise dans ma chambre et j'ai réalisé quelque chose qui a tout changé. Pour mes parents, je n'étais pas leur fille. J'étais un mauvais investissement. Mais ce que papa ne savait pas, ce que personne dans cette famille ne savait, c'est que sa décision allait changer le cours de toute ma vie. Et 4 ans plus tard, il en affronterait les conséquences devant des milliers de personnes. Le fait est que ce n'était pas nouveau. Le favoritisme avait toujours été là, tissé dans la trame de notre famille comme un motif hideux que tout le monde prétendait ne pas voir. Quand nous avons eu 16 ans, Victoire a eu une Peugeot 208 neuve avec un ruban rouge dessus. J'ai eu son vieil ordinateur portable, celui avec l'écran fissuré et une batterie qui durait 40 minutes. On ne peut pas se permettre 2 voitures, avait dit maman en s'excusant. Mais il pouvait se permettre les séjours au ski de Victoire, sa robe de créateur pour le bal de fin d'année, son été à l'étranger en Espagne. Les vacances en famille étaient le pire. Victoire avait toujours sa propre chambre d'hôtel. Je dormais sur des canapés-lits dans les couloirs. Une fois même dans un placard que le complexe hôtelier appelait une alcôve douillette. Sur chaque photo de famille, Victoire était au centre, rayonnante. J'étais toujours sur le bord, parfois partiellement coupé comme une pensée après coup. Quand j'ai finalement interrogé maman à ce sujet, j'avais 17 ans, désespéré d'avoir des réponses. Elle a juste soupiré. Ma chérie, tu imagines des choses. Nous vous aimons toutes les deux de la même manière. Mais les actions ne mentent pas. Quelques mois avant la décision concernant l'université, j'ai trouvé le téléphone de maman déverrouillé sur le comptoir de la cuisine. Une conversation par texto avec ma tante Sylvie était ouverte. Je n'aurais pas dû la lire, mais je l'ai fait.
Pauvre Florence, avait écrit maman. Mais Hervé a raison. Elle ne se démarque pas. Nous devons être pragmatiques. J'ai reposé le téléphone et je suis parti. Cette nuit-là, j'ai pris une décision que je n'ai dite à personne. Non pas parce que je voulais me venger, mais parce que je voulais me prouver quelque chose à moi-même. J'ai ouvert mon ordinateur portable, celui qui était fissuré avec la batterie mourante, et j'ai tapé dans la barre de recherche « Bourse complète pour étudiants indépendants ». Les résultats ont mis du temps à charger, mais ce que j'ai trouvé allait tout changer. J'ai fait les calculs à 2 heures du matin, assis sur le sol de ma chambre avec un carnet et une calculatrice. Université de Picardie, 25 000 € par an. 4 ans, 100 000 €. Contribution des parents, 0. Mes économies des jobs d'été, 2 300 €. L'écart était vertigineux. Si je ne pouvais pas le combler, j'avais 3 options. Abandonner avant même d'avoir commencé, contracter une dette étudiante à 6 chiffres qui me suivrait pendant des décennies, ou étudier à temps partiel, étalant un diplôme de 4 ans sur 7 ou 8 ans tout en travaillant à plein temps. Chaque chemin menait au même endroit, devenir exactement ce que mon père disait que j'étais. L'échec, le mauvais investissement, la jumelle qui n'avait pas réussi. Je pouvais déjà entendre les conversations familiales à Noël. Victoire s'en sort si bien à Valois. Florence, oh, elle est encore en train de chercher sa voie. Mais il ne s'agissait pas seulement de leur prouver qu'ils avaient tort. Il s'agissait de me prouver à moi-même que j'avais raison. J'ai parcouru les bases de données de bourse jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. La plupart exigeaient des recommandations, des dissertations, une preuve de besoin financier. Certaines étaient des arnaques. D'autres avaient des dates limites déjà passées. Puis j'ai trouvé quelque chose. Picardie avait un programme de bourse au mérite pour les étudiants de première génération et indépendants. Couverture complète des frais de scolarité plus une allocation de subsistance. Le hic ? Seuls 5 étudiants par an étaient sélectionnés. La compétition était féroce. J'ai enregistré le lien. Puis j'ai continué à chercher et c'est là que j'ai vu pour la première fois le nom qui allait finalement changer ma vie. La bourse de La Rochefoucauld. Prise en charge complète, 10 000 € par an pour les frais de subsistance, attribués à seulement 20 étudiants dans tout le pays. J'ai ri à voix haute. 20 étudiants dans tout le pays. Quelle chance avais-je ? Mais je l'ai quand même mise en favori. J'avais 2 choix. Accepter la vie que mes parents avaient conçue pour moi ou concevoir la mienne. J'ai choisi la seconde. Mais pour cela, j'avais besoin d'un plan et j'en avais besoin immédiatement. J'ai rempli un carnet entier cet été-là. Chaque page était un calcul. Chaque marge était couverte de plans. Job numéro 1, barista au Matin Express, un café du campus. Horaire, de 5h à 8h. Revenu mensuel estimé, 800 €. Job numéro 2, équipe de nettoyage pour les résidences universitaires, le week-end seulement, 400 € par mois. Job numéro 3, assistante d'enseignement pour le département d'économie. Si je pouvais le décrocher, 300 € de plus. Total, 1500 € par mois, environ 18 000 € par an. Il manquait encore 7 000 € pour les frais de scolarité. Cet écart devrait provenir des bourses, celles basées sur le mérite. Le genre que l'on gagne, pas celui que l'on vous donne. J'ai trouvé l'option de logement la moins chère à distance de marche du campus. Une petite chambre dans une maison partagée avec 4 autres étudiants. 300 € par mois, charges comprises. Pas de parking, pas de climatisation, pas d'intimité. Il faudrait que ça fasse l'affaire. Mon emploi du temps s'est cristallisé en quelque chose de brutal mais précis. 5 heures, travail au café. 9h à 17h, cours. 18h à 22h, études, travail ou tâches d'assistante. Sommeil de 23h à 4h. 4 à 5 heures par nuit pendant 4 ans. La semaine avant mon départ pour l'université, Victoire a posté des photos de son voyage sur la Côte d'Azur avec des amis, plage au coucher du soleil, cocktail, rire. Je faisais ma valise avec une couette d'occasion. Nos vies divergeaient déjà, et nous n'avions même pas encore commencé. Mais voici ce qui m'a fait tenir. Chaque nuit avant de dormir, je me chuchotais la même chose. C'est le prix de la liberté. La liberté de leurs attentes. La liberté de leur jugement.
la liberté de ne plus avoir besoin de leur approbation. Je ne savais pas alors à quel point j'aurais raison. Et je ne savais pas que quelque part sur le campus de Picardie, il y avait une professeure qui verrait en moi quelque chose que mes propres parents n'avaient jamais pu voir. Noël de première année. J'étais assise seule dans ma petite chambre louée. Le téléphone collé à l'oreille, écoutant les bruits de la maison. Des rires en arrière-plan, le cliquetis de la vaisselle, le chaos chaleureux d'une réunion de famille dont je ne faisais pas partie. Allô, Florence. La voix de maman était distante, distraite. Salut maman. Joyeux Noël. Oh, oui. Joyeux Noël, ma chérie. Comment vas-tu? Ça va. Papa est là? Je peux lui parler? Une pause. Puis j'ai entendu sa voix en arrière-plan, étouffer mais claire. Dis-lui que je suis occupé. Les mots sont tombés comme des pierres. La voix de maman est revenue, artificiellement enjouée. Ton père est juste au milieu de quelque chose. Victoire racontait une histoire tellement drôle. C'est pas grave, maman. Tu manges assez? Tu as besoin de quelque chose? J'ai regardé ma chambre, les nouilles instantanées sur mon bureau, la couverture d'occasion, le manuel que j'avais emprunté à la bibliothèque parce que je ne pouvais pas me permettre de l'acheter. Non, maman. Je n'ai besoin de rien. D'accord. Eh bien, on t'aime. Je vous aime aussi. J'ai raccroché. Puis j'ai ouvert Facebook. La première chose dans mon fil d'actualité était une photo que Victoire venait de poster. Maman, papa et Victoire à la table à manger. Des bougies allumées. La dinde étincelante. La légende, reconnaissante pour ma famille formidable. Ma famille formidable. J'ai zoomé sur la photo. 3 couverts. 3 chaises, pas 4. Ils n'avaient même pas mis de couvert pour moi. Je suis restée assise là longtemps, à fixer cette image. Quelque chose a changé en moi cette nuit-là. La douleur que j'avais portée pendant des années. Le désir de leur approbation, de leur attention, de leur amour. Ça n'a pas disparu, mais ça a changé. Ça s'est creusé. Et là où se trouvait la douleur, il n'y avait plus qu'un vide silencieux. Étrangement, ce vide m'a donné quelque chose que la douleur ne m'avait jamais donné, la clarté. Second semestre, première année. Microéconomie 101. La professeure Marguerite Dubois était une légende à Picardie. 30 ans d'enseignement, publié dans toutes les grandes revues. Une réputation terrifiante. Les étudiants murmuraient qu'elle n'avait pas donné de A+ en 5 ans. Je me suis assise au 3e rang, j'ai pris des notes méticuleuses et j'ai rendu ma première dissertation, m'attendant au mieux à un B. Le devoir est revenu avec 2 lettres en haut, A+. Sous la note, il y avait un mot à l'encre rouge, venez me voir après le cours. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce que j'avais fait de mal? Après le cours, je me suis approché de son bureau. La professeure Dubois rangeait déjà son sac, les cheveux argentés tirés en un chignon sévère, des lunettes de lecture perchées sur son nez. Florence Fournier. Oui, madame. Asseyez-vous. Je me suis assise. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Cette dissertation est l'un des meilleurs travaux de premier cycle que j'ai vu en 20 ans. Où avez-vous étudié avant? Nulle part de spécial. Un lycée public. Rien d'avancé. Et votre famille? Des universitaires? J'ai hésité. Ma famille ne soutient pas mes études, ni financièrement ni autrement. Les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter. La professeure Dubois a posé son stylo. Dites-moi plus. Alors je l'ai fait. Pour la première fois, j'ai raconté toute l'histoire à quelqu'un. Le favoritisme, le rejet, les 3 jobs, les 4 heures de sommeil, tout. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit quelque chose qui a changé ma trajectoire pour toujours. Avez-vous entendu parler de la bourse de La Rochefoucauld? J'ai hoché la tête lentement. Je l'ai vu, mais c'est impossible. 20 étudiants dans tout le pays, a-t-elle dit. Prise en charge complète, allocation de subsistance, et les lauréats des écoles partenaires prononcent le discours de fin d'études lors de la remise des diplômes. Elle s'est penchée en avant. Florence, vous avez du potentiel, un potentiel extraordinaire,
mais le potentiel ne signifie rien si personne ne le voit. Laissez-moi vous aider à être vu. Les 2 années suivantes se sont fondues en un rythme implacable. Réveil à 4 heures, au café à 5 heures. Cours à 9 heures. Bibliothèque jusqu'à minuit. Dormir, recommencer. J'ai manqué toutes les fêtes, tous les matchs de foot, toutes les soirées pizza tardives. Pendant que les autres étudiants se construisaient des souvenirs, je me construisais une moyenne, 20/20, 6 semestres d'affilée. Il y a eu des moments où j'ai failli craquer. Une fois, je me suis évanoui pendant mon service au café. Épuisement, a dit le médecin. Déshydratation. J'étais de retour au travail le lendemain. Une autre fois, je me suis assise dans ma voiture, la voiture de Rebecca en fait. Elle me l'avait prêtée pour un entretien d'embauche, et j'ai pleuré pendant 20 minutes. Pas parce que quelque chose de spécifique s'était produit, juste parce que tout s'était produit en même temps, pendant des années. Mais j'ai continué. En 3e année, la professeure Dubois m'a convoqué dans son bureau. Je vous nominais pour la Rochefoucauld. Je l'ai dévisagé. Vous êtes sérieuse? 10 dissertations, 3 séries d'entretiens. Ce sera la chose la plus difficile que vous ayez jamais faite. Elle a fait une pause. Mais vous avez déjà survécu à plus dur. La candidature a consumé 3 mois de ma vie. Des dissertations sur la résilience, le leadership, la vision, des entretiens téléphoniques avec des jurys de professeurs, des vérifications d'antécédents, des lettres de recommandation. Au milieu de tout ça, Victoire m'a envoyé un texto. La première fois en des mois. Maman dit que tu ne rentres plus pour Noël. C'est un peu triste, honnêtement. J'ai lu le message. Puis j'ai posé mon téléphone face contre table et je suis retourné à ma dissertation. La vérité, c'est que je ne pouvais pas me payer un billet de train. Mais même si j'avais pu, je n'étais pas sûr de vouloir y aller. Ce Noël-là, je me suis assise seule dans ma chambre louée avec une tasse de nouilles instantanées et un minuscule sapin de Noël en papier que Rebecca m'avait fait. Pas de famille, pas de cadeaux, pas de drame. C'était en quelque sorte les vacances les plus paisibles que j'ai jamais eues. L'email est arrivé à 6h47 un mardi de septembre de ma dernière année. Objet, Fondation de la Rochefoucauld. Notification du dernier tour. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine faire défiler. Chère mademoiselle Fournier, félicitations. Sur 200 candidats, vous avez été sélectionné parmi les 50 finalistes pour la bourse de la Rochefoucauld. Le dernier tour consistera en un entretien en personne à notre siège parisien. 50 finalistes, 20 lauréats. J'avais 40% de chance si tout était égal. Mais les choses n'étaient jamais égales. L'entretien était prévu un vendredi à Paris, à 800 km de là. J'ai vérifié mon compte en banque, 847 €. Un billet de train de dernière minute coûterait au moins 400 €. Un hôtel mangerait le reste. Et mon loyer était dû dans 2 semaines. J'étais sur le point de fermer l'ordinateur portable quand Rebecca a frappé à ma porte. Flo, on dirait que tu as vu un fantôme. Je lui ai montré l'email. Elle a crié. Littéralement crié. Tu y vas, a-t-elle dit. Fin de la discussion. Bec, je ne peux pas me le permettre. Billet de bus, 53 €. Départ jeudi soir, arrivée vendredi matin. Je te prête l'argent. Je ne peux pas te demander ça. Tu ne demandes pas. Je te l'ordonne. Elle m'a attrapé les épaules. Flo, c'est ta chance. Tu n'en auras pas d'autre. Alors, j'ai pris le bus. 8 heures de nuit. Arrivé dans le Marais à 5 heures du matin avec un torticolis et un blazer emprunté à la friperie. La salle d'attente de l'entretien était pleine de candidats impeccables, sacs de créateurs, parents rôdant à proximité, une confiance facile. J'ai baissé les yeux sur ma tenue de seconde main, mes chaussures éraflées. Je n'ai pas ma place ici, ai-je pensé. Puis je me suis souvenu des mots de la professeure Dubois. Vous n'avez pas besoin d'avoir votre place. Vous devez leur montrer que vous la méritez. 2 semaines après l'entretien, je marchais vers mon service du matin quand mon téléphone a vibré. Objet, bourse de la Rochefoucauld. Décision. Je me suis arrêté au milieu du trottoir. Un cycliste m'a contourné en jurant. Je ne l'ai pas entendu. J'ai ouvert l'email.
Chère mademoiselle Fournier, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été sélectionnée comme lauréate de la Rochefoucauld pour la promotion 2025. Je l'ai lu 3 fois, puis une 4e. Puis je me suis assise sur le bord du trottoir et j'ai pleuré. Pas des larmes silencieuses. Des sanglots laids, convulsifs, qui faisaient que les étrangers me dévisageaient. 3 ans d'épuisement, de solitude et de détermination acharnée se sont déversés de moi, là, sur le trottoir devant le Matin Express. J'étais une lauréate de la Rochefoucauld. Frais de scolarité complets, 10 000 € par an pour les frais de subsistance, et le droit de transférer dans n'importe quelle université partenaire de leur réseau. Ce soir-là, la professeure Dubois m'a appelé personnellement. « Florence, je viens de recevoir la notification. Je suis si fier de vous. Merci pour tout. Il y a autre chose, a-t-elle dit. La Rochefoucauld vous permet de transférer dans une école partenaire pour votre dernière année. L'université de Valois est sur la liste. Valois, l'école de Victoire. Si vous transférez, a poursuivi la professeure Dubois, vous seriez diplômé avec les plus hautes distinctions, et la lauréate de la Rochefoucauld prononce le discours de fin d'études. Mon souffle s'est coupé. Florence, vous seriez major de promotion. Vous parleriez à la remise des diplômes devant tout le monde. J'ai pensé à mes parents, à eux assis dans le public pour le grand jour de victoire, complètement inconscients de ma présence. Je ne fais pas ça pour me venger, ai-je dit doucement. Je sais. Je le fais parce que Valois a le meilleur programme pour ma carrière. Je sais ça aussi. Je me suis tu un instant. Mais s'il se trouve qu'il vous voit briller, c'est juste un bonus. J'ai pris ma décision cette nuit-là, et je n'en ai parlé à personne dans ma famille. 3 semaines après le début de mon dernier semestre à Valois, c'est arrivé. J'étais à la bibliothèque, 3e étage, niché dans un box d'angle avec mon manuel de droit constitutionnel, quand j'ai entendu une voix qui m'a retourné l'estomac. Oh mon Dieu, Florence. J'ai levé les yeux. Victoire se tenait à 1 mètre de moi, un latte glacé à moitié vide à la main, la bouche bée. Qu'est-ce que tu? Comment tu? Elle n'arrivait pas à former une phrase complète. J'ai fermé mon livre calmement. Salut, Victoire. Tu étudies ici? Depuis quand? Maman et papa n'ont rien dit. Maman et papa ne savent pas. Elle a cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire, ils ne savent pas? Exactement ce que j'ai dit. Ils ne savent pas que je suis là. Victoire a posé son café, me fixant toujours comme si j'avais matérialisé de nulle part. Mais comment? Ils ne paient pas pour. Je veux dire, comment as-tu? Je l'ai payé moi-même. Pour Valois. J'ai été transféré. Une bourse. Le mot flottait entre nous. L'expression de Victoire a changé. Confusion, incrédulité, et autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de la honte. Pourquoi n'as-tu rien dit à personne? Je l'ai regardée. Ma sœur jumelle. Celle qui avait tout eu ce qu'on m'avait refusé. Celle qui n'avait jamais demandé, pas une seule fois en 4 ans, comment je survivais. As-tu déjà demandé? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. J'ai rassemblé mes livres. Je dois aller en cours. Florence, attends. Elle m'a attrapé le bras. Est-ce que tu nous détestes? La famille? J'ai regardé sa main sur ma manche, puis son visage. Non, ai-je dit doucement. Tu ne peux pas détester des gens dont tu as cessé de te soucier. J'ai retiré mon bras et je suis parti. Ce soir-là, mon téléphone s'est illuminé d'appels manqués. Maman, papa, Victoire encore. Je les ai tous mis en silencieux. Quoi qu'il arrive, cela se passerait selon mes termes, pas les leurs. Victoire les a appelés immédiatement. Je le sais parce qu'elle me l'a dit plus tard, quand tout était fini. Elle est là, avait dit Victoire, à peine la porte de son appartement passée. Florence est à Valois. Elle est là depuis septembre. Selon Victoire, le silence à l'autre bout du fil a duré 10 bonnes secondes. Puis la voix de papa. C'est impossible. Elle n'a pas l'argent. Elle a dit une bourse. Quelle bourse? Elle n'a pas le profil pour une bourse. Papa, je l'ai vue à la bibliothèque. Elle est. Je vais m'en occuper. Papa m'a appelé le lendemain matin.
La première fois qu'il composait mon numéro en 3 ans. Florence, nous devons parler. De quoi? Victoire dit que tu es à Valois. Tu as été transféré sans nous le dire. Je ne pensais pas que ça vous intéresserait. Une pause. Bien sûr que ça m'intéresse. Tu es ma fille. Le suis-je? Les mots sont sortis plats. Pas amers. Juste factuel. Tu m'as dit que je ne valais pas l'investissement. Tu te souviens de ça? Silence. Florence, C'était il y a 4 ans, dans le salon. Tu as dit que je n'étais pas spécial, qu'il n'y avait pas de retour sur investissement avec moi. Je ne me souviens pas avoir dit. Moi si. Plus de silence. Alors. Nous devrions en discuter en personne. À la remise des diplômes. Nous venons pour la cérémonie de Victoire. Je sais. Je te verrai là-bas, papa. J'ai raccroché. Il n'a pas rappelé. Ce soir-là, je me suis assise dans mon petit appartement, celui que j'avais payé moi-même avec l'argent que j'avais gagné, et j'ai pensé à cette conversation. Il ne se souvenait pas, ou il choisissait de ne pas se souvenir. Quoi qu'il en soit, il ne m'avait jamais vraiment vu. Pas vraiment. Mais dans 3 mois, il le ferait. Et quand ce moment viendrait, ce ne serait pas parce que je l'aurais forcé à regarder. Ce serait parce qu'il ne pourrait pas détourner le regard. Les semaines avant la remise des diplômes sont devenues une sorte de calme étrange. Je savais qu'il venait. Maman, papa, Victoire, toute l'unité familiale parfaite descendant sur le campus pour célébrer la grande réussite de Victoire. Ils avaient réservé un hôtel, prévu un dîner, commandé des fleurs pour elle. Ils ne connaissaient toujours pas toute l'histoire. Victoire leur avait dit que j'étais à Valois, mais elle ne savait rien de La Rochefoucauld. Elle ne savait rien de mon titre de major de promotion. Elle ne savait pas qu'on m'avait demandé de prononcer le discours de fin d'études. La professeure Dubois a appelé pour prendre de mes nouvelles. Elle avait fait le voyage pour me voir. Voulez-vous que j'informe votre famille du discours? Non. Florence. Je veux qu'ils l'entendent en même temps que tout le monde. Elle est restée silencieuse un moment. Il ne s'agit pas de les faire se sentir mal. Non, ai-je dit honnêtement. Il s'agit de dire ma vérité. S'il se trouve qu'ils sont dans le public, c'est leur affaire. Rebecca est venue pour la cérémonie. Elle m'a aidé à choisir une robe. Le premier vêtement neuf que j'achetais en 2 ans qui ne venait pas d'une friperie. Bleu marine, simple, élégante. On dirait une PDG, a-t-elle dit. J'ai l'impression que je vais vomir. C'est probablement la même chose. La nuit avant la remise des diplômes, je n'ai pas pu dormir. Pas à cause du stress, pas exactement. Je n'arrêtais pas de me demander, que ressentirais-je en les voyant? Est-ce que la vieille douleur reviendra en force? Voudrais-je qu'ils souffrent comme j'ai souffert? J'ai fixé le plafond jusqu'à 3 heures du matin, cherchant des réponses. Ce que j'ai trouvé m'a surprise. Je ne voulais pas de vengeance. Je ne voulais pas qu'ils souffrent. Je voulais juste être libre. Et demain, d'une manière ou d'une autre, je le serai. Et, je veux faire une pause ici une seconde. Si vous avez déjà été sous-estimé par votre propre famille, si vous savez ce que c'est que de travailler 2 fois plus dur pour la moitié de la reconnaissance, tapez pareil dans les commentaires. Je veux savoir combien d'entre nous sont passés par là. Et si vous appréciez l'histoire jusqu'à présent, cliquez sur le bouton j'aime. Ça aide vraiment. Maintenant, retour au matin de la remise des diplômes, le 17 mai. Soleil radieux, ciel bleu parfait, le genre de temps qui semblait presque ironique. Le stade de Valois pouvait accueillir 3000 personnes. À 9 heures, il était presque plein. Des familles affluaient par les portes, des fleurs et des ballons partout, le bourdonnement des conversations excitées remplissant l'air. Je suis arrivé tôt, passant par l'entrée du corps professoral. Ma tenue était différente de celle des autres diplômés. Une toge noire standard, oui, mais sur mes épaules reposait l'écharpe dorée de major de promotion. Épinglé sur ma poitrine se trouvait le médaillon de lauréate de La Rochefoucauld, sa surface en bronze captant la lumière du matin. J'ai pris ma place dans la section VIP à l'avant de la scène, réservée aux étudiants d'honneur, aux orateurs. À 6 mètres de là, dans la section générale des diplômés,
Victoire prenait des selfies avec ses amis. Elle ne m'avait pas encore vu. Et au premier rang du public, plein centre, les meilleures places, étaient assis mes parents. Papa portait son costume bleu marine, celui qu'il gardait pour les grandes occasions. Maman portait une robe couleur crème, un énorme bouquet de roses sur ses genoux. Entre eux se trouvait une chaise vide, probablement réservée au manteau et au sac à main. Pas pour moi. Jamais pour moi. Papa tripotait son appareil photo, ajustant les réglages, se préparant à capturer le moment de victoire. Maman souriait, saluant quelqu'un de l'autre côté de l'allée. Ils avaient l'air si heureux, si fiers. Ils n'avaient aucune idée. Le président de l'université s'est approché du podium. La foule s'est tue. Mesdames et messieurs, bienvenue à la cérémonie de remise des diplômes de la promotion 2025 de l'Université de Valois. Applaudissements. Acclamations. Je suis resté parfaitement immobile, les mains jointes sur mes genoux. Dans quelques minutes, ils appelleraient mon nom et tout changerait. J'ai regardé une fois de plus mes parents, leurs visages pleins d'attente, leurs appareils photo prêts pour le moment de gloire de victoire. Bientôt, ai-je pensé, bientôt vous me verrez enfin. La cérémonie s'est déroulée par vagues. Discours de bienvenue, remerciements, diplômes honorifiques, le faste habituel qui étire le temps comme du caramel. Puis le président de l'université est retourné au podium. Et maintenant, j'ai le grand honneur de présenter la majeure de promotion de cette année et lauréate de la bourse de La Rochefoucauld. J'ai senti mon rythme cardiaque s'accélérer. Une étudiante qui a fait preuve d'une résilience, d'une excellence académique et d'une force de caractère extraordinaire. Dans le public, ma mère s'est penchée pour chuchoter quelque chose à mon père. Il a hoché la tête, ajustant l'objectif de son appareil photo, pointé sur Victoire. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir Florence Fournier. Pendant un moment suspendu, rien ne s'est passé. Puis je me suis levé. 3000 paires d'yeux se sont tournés vers moi. J'ai marché vers le podium, mes talons claquant sur le sol de la scène, l'écharpe dorée se balançant à chaque pas. Le médaillon de La Rochefoucauld brillait sur ma poitrine. Et au premier rang, j'ai vu les visages de mes parents se transformer. La main de papa s'est figée sur son appareil photo. Le bouquet de maman a glissé sur le côté. D'abord la confusion. Qui est-ce? Puis la reconnaissance. Attends, est-ce que c'est? Puis le choc. Ça ne peut pas être. Puis rien d'autre qu'un silence pâle et frappé. La tête de Victoire s'est tournée brusquement vers la scène. Sa mâchoire est tombée. Je l'ai vu articuler mon nom. Florence. J'ai atteint le podium, ajusté le microphone. 3000 personnes ont applaudi. Mes parents non. Ils sont juste restés là, figés, comme si quelqu'un avait mis leur monde entier en pause. Pour la première fois de ma vie, ils me regardaient. Vraiment. Pas Victoire. Pas à travers moi. Moi. J'ai laissé les applaudissements s'estomper. Puis je me suis penché vers le microphone. Bonjour à tous. Ma voix était stable, calme. Il y a 4 ans, on m'a dit que je ne valais pas l'investissement. Au premier rang, la main de ma mère a volé à sa bouche. L'appareil photo de papa pendait inutilement à son côté, et j'ai commencé à parler. On m'a dit que je n'avais pas ce qu'il fallait. Ma voix portait à travers le stade, amplifiée par le système sonore, stable comme un battement de cœur. On m'a dit d'attendre moins de moi-même parce que les autres attendaient moins de moi. 3000 personnes étaient assises dans un silence parfait. Alors j'ai appris à attendre plus. J'ai parlé des 3 jobs, des 4 heures de sommeil, des dîners de nouilles instantanées et des manuels d'occasion. J'ai parlé de ce que cela signifiait de construire quelque chose à partir de rien. Non pas parce que vous vouliez prouver à quelqu'un qu'il avait tort, mais parce que vous aviez besoin de vous prouver à vous-même que vous aviez raison. Je n'ai pas cité de nom. Je n'ai pointé personne du doigt. Je n'en avais pas besoin. Le plus grand cadeau que j'ai reçu n'était pas un soutien financier ou des encouragements. C'était la chance de découvrir qui je suis sans la validation de personne. Au premier rang, ma mère pleurait. Pas les larmes fières et joyeuses d'une cérémonie de remise de diplôme. Quelque chose de plus brut. Quelque chose qui ressemblait à du chagrin. Mon père était assis, immobile, fixant le podium comme s'il voyait une étrangère. Peut-être que c'était le cas.
À tous ceux à qui on a déjà dit, tu n'es pas assez. J'ai fait une pause, laissant les mots s'installer. Vous l'êtes. Vous l'avez toujours été. J'ai regardé la mère de visage, les autres diplômés qui avaient lutté, les parents qui s'étaient sacrifiés, les amis qui avaient cru, et oui, ma propre famille assise au premier rang comme des statues. Je ne suis pas ici parce que quelqu'un a cru en moi. Je suis ici parce que j'ai appris à croire en moi. Les applaudissements qui ont suivi ont été tonitruants. Les gens se sont levés, une ovation debout, 3000 personnes acclamant une fille qu'ils n'avaient jamais rencontrée. J'ai reculé du podium, et en descendant de la scène, j'ai vu Jacques de La Rochefoucauld III qui attendait en bas. Mais il n'était pas le seul. La zone de réception bourdonnait de champagne et de félicitations. Je serrai la main du doyen quand je les ai vus approcher. Mes parents, se déplaçant dans la foule comme s'ils marchaient dans l'eau. Papa m'a atteinte le premier. Florence, sa voix était rauque. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? J'ai accepté un verre d'eau pétillante d'un serveur qui passait, j'ai pris une gorgée. Avez-vous déjà demandé? Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Maman est arrivée à côté de lui. Le mascara coulait sur ses joues. Ma chérie, je suis tellement désolé. Nous ne savions pas. Si désolé. Vous saviez. J'ai gardé ma voix égale. Vous avez choisi de ne pas voir. Ce n'est pas juste, a commencé papa. Juste? Le mot est sorti calmement, pas sèchement. Tu m'as dit que je ne valais pas l'investissement. Vous avez payé $250 000 pour les études de Victoire et m'avez dit de me débrouiller. C'est ce qui s'est passé. Maman a tendu la main vers moi. J'ai reculé. Florence, s'il te plaît. Je ne suis pas en colère, ai-je dit. Et je le pensais. La colère s'était consumée il y a des années, remplacée par quelque chose de plus propre. Mais je ne suis pas la même personne qui a quitté votre maison il y a 4 ans. La mâchoire de papa s'est crispée. J'ai fait une erreur. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. Tu as dit ce que tu croyais. J'ai croisé son regard. Tu avais raison sur une chose, cependant. Je ne valais pas l'investissement. Pas pour vous. Mais j'ai valu chaque sacrifice que j'ai fait pour moi-même. Il a tressailli comme si je l'avais frappé. Jacques de La Rochefoucauld III est apparu à mon coude, me tendant la main. Mademoiselle Fournier, discours brillant. La Fondation est fière de vous avoir. J'ai serré sa main pendant que mes parents regardaient. Le fondateur de l'une des bourses les plus prestigieuses du pays, traitant leur fille sans valeur comme un trésor. Je l'ai vu les frapper alors, tout le poids de ce qu'ils avaient manqué, de ce qu'ils avaient jeté. Après le départ de M de La Rochefoucauld, je me suis retourné vers mes parents. Ils semblaient plus petits, en quelque sorte, diminués. Je ne vais pas prétendre que tout va bien, ai-je dit. Parce que ce n'est pas le cas. Florence, s'il te plaît, a chuchoté maman. Pouvons-nous juste parler en famille? Nous sommes en train de parler. Je veux dire, vraiment parler. Rentre à la maison pour l'été. Laisse-nous. Non. Le mot était ferme, mais pas dur. J'ai un travail à Paris. Je commence dans 2 semaines. Je ne rentrerai pas à la maison. Papa s'est avancé. Tu nous coupes les ponts, comme ça? Je pose des limites. J'ai gardé ma voix stable. Il y a une différence. Qu'est-ce que tu veux de nous? Sa voix s'est brisée. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père avoir l'air perdu. Dis-moi ce que tu veux et je le ferai. J'ai réfléchi à la question. Vraiment réfléchi. Je ne veux plus rien de vous. C'est là toute la question. J'ai pris une profonde inspiration. Mais si vous voulez parler, vraiment parler, vous pouvez m'appeler. Je répondrai peut-être. Ou peut-être pas. Cela dépendra si vous appelez pour vous excuser ou pour vous sentir mieux. Maman pleurait à nouveau. Nous t'aimons, Florence. Nous t'avons toujours aimé. Peut-être, ai-je dit. Mais l'amour, ce ne sont pas que des mots. Ce sont des choix, et vous avez fait les vôtres. Victoire est apparue au bord de notre cercle, hésitante. Florence. Elle a hésité. Félicitations. Merci. Pas de câlin, pas de réconciliation larmoyante, mais pas de cruauté non plus.
Je t'appellerai un de ces jours, lui ai-je dit. Si tu veux. Elle a hoché la tête, les yeux humides. J'aimerais bien ça. Je me suis retourné et je suis parti. Pas en fuyant, pas en m'échappant, juste en avançant. La professeure Dubois attendait près de la sortie, un sourire tranquille sur son visage. Vous avez bien fait, a-t-elle dit. Je suis libre, ai-je répondu. Et pour la première fois de ma vie, je le pensais vraiment. Les répercussions ont commencé avant même que mes parents ne quittent le campus. À la réception, j'ai regardé la scène se dérouler. J'ai vu la lente prise de conscience se propager parmi les amis de la famille et les connaissances. Madame Pelletier du Country Club s'est approchée de ma mère. Diane, je ne savais pas que Florence était à Valois. Et lauréate de la Rochefoucauld. Vous devez être si fière. Le sourire de ma mère semblait lui faire mal. Oui, nous sommes très fiers. Comment diable avez-vous gardé ça secret? Si ma fille gagnait ça, je le mettrais sur des panneaux d'affichage. Ma mère n'avait pas de réponse. Au cours des semaines suivantes, les questions se sont multipliées. Les partenaires commerciaux de papa ont posé des questions sur moi. J'ai vu le discours de votre fille en ligne. Une histoire incroyable. Vous avez dû vraiment la pousser à exceller. Il ne pouvait pas leur dire la vérité. Qu'il avait fait le contraire. Victoire m'a appelé 3 jours après la remise des diplômes. Maman n'arrête pas de pleurer. Papa parle à peine. Il reste juste assis là. Je suis désolé d'entendre ça. Vraiment? J'y ai réfléchi. Je ne veux pas qu'ils souffrent, mais je ne suis pas responsable de leurs sentiments. Silence au bout du fil. Florence, je suis désolé. J'aurais dû demander. J'aurais dû faire attention. J'étais juste. Tellement prise par mes propres trucs. Et moi, je sais que tu étais. Inconsciente. Je sais que tu n'avais aucune raison de remarquer. J'ai fait une pause. Aucune de nous n'a choisi la façon dont ils nous ont élevés. Mais nous pouvons choisir ce qui se passera ensuite. Plus de silence. Tu me détestes? Non. Et je le pensais. Je n'ai pas l'énergie de détester qui que ce soit. Je veux juste aller de l'avant. Est-ce qu'on pourrait? Peut-être prendre un café un de ces jours, recommencer à zéro? J'ai pensé à ma sœur, à la fille qui avait tout eu et qui s'était quand même retrouvée les mains vides, d'une manière différente. Oui, ai-je dit. J'aimerais bien ça. 2 mois après la remise des diplômes, je me tenais dans mon nouvel appartement à Paris. Il était petit, un studio, en fait, une fenêtre donnant sur un mur de briques, une cuisine de la taille d'un placard. Mais il était à moi. J'avais signé le bail avec l'argent de mon premier salaire chez Moreau et Associés, l'un des meilleurs cabinets de conseil financier de la ville. Poste de débutant, longues heures, courbe d'apprentissage abrupte. Je n'avais jamais été aussi heureuse. La professeure Dubois a appelé un samedi matin. Comment la grande ville vous traite-t-elle? Épuisante, excitante, tout ce dont on m'avait prévenu. Elle a ri. Ça semble à peu près ça. Je suis fier de vous, Florence. J'espère que vous le savez. Je le sais. Merci pour tout. Rebecca est venue me rendre visite le week-end suivant. Elle est entrée dans mon studio, a regardé autour d'elle et l'a déclaré exactement aussi petite et déprimant que prévu. Puis elle m'a serré si fort dans ses bras que je ne pouvais plus respirer. Tu l'as fait, Flo. Tu l'as vraiment fait. Un soir, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres. Manuscrite, 3 pages, l'écriture en boucle de ma mère. Chère Florence, je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes. Je ne suis pas sûr que je le ferais si j'étais à ta place. Elle a écrit sur le regret, sur les 1000 petites façons dont elle m'avait fait défaut, sur le fait de m'avoir vu sur cette scène et de réaliser qu'elle regardait une étrangère qui était aussi sa fille. Je sais que je ne peux pas défaire ce qui s'est passé, mais je veux que tu saches. Je te vois maintenant. Je vois qui tu es devenu. Et je suis tellement désolé de ne pas t'avoir vu plus tôt. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis je l'ai pliée soigneusement et l'ai mise dans le tiroir de mon bureau. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Non pas parce que je la punissais, mais parce que j'avais besoin de temps pour savoir ce que je voulais dire, si tant est que je veuille dire quelque chose. Pour une fois,
le choix était le mien. D'accord, nous sommes presque à la fin, mais je dois demander, si vous étiez à ma place, pardonneriez-vous à vos parents? Commentez oui si vous leur pardonneriez, non aussi vous ne le feriez pas, ou peut-être si, comme moi, vous auriez besoin de temps. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Nous avons tellement d'autres histoires comme celle-ci à venir. Très bien, voici comment tout s'est terminé. J'avais l'habitude de penser que l'amour était quelque chose que l'on méritait. Que si j'étais assez intelligente, assez bonne, assez réussie, mes parents me verraient enfin, que leur approbation était un prix à la fin d'une course invisible. 4 années de lutte m'ont appris quelque chose de différent. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer de la bonne manière. Vous ne pouvez pas mériter ce qui aurait dû être donné librement, et vous ne pouvez pas passer toute votre vie à attendre que les gens remarquent votre valeur. À un moment donné, vous devez la remarquer vous-même. Je regarde ma vie maintenant, mon appartement, mon travail, mes amis qui m'ont choisi, et je réalise quelque chose. J'ai construit ça, chaque morceau. Pas par colère, pas par dépit, mais par nécessité. Le rejet de mes parents ne m'a pas brisé. Il m'a reconstruite. La fille qui était assise dans ce salon il y a 4 ans, désespérée de l'approbation de son père, elle n'existe plus. À sa place se trouve une femme qui sait exactement ce qu'elle vaut et n'a besoin de personne d'autre pour le valider. Certains soirs, je pense encore à eux. Au dîner de famille auquel je n'étais pas invité. Aux photos de Noël sans mon visage. Au quart de million d'euros qu'ils ont dépensé pour ma sœur pendant que je mangeais des nouilles instantanées dans une chambre louée. Ça fait encore mal parfois. Je ne pense pas que ça cesse jamais de faire mal complètement. Mais la douleur ne me contrôle plus. J'ai appris quelque chose qui a mis des années à comprendre. Le pardon ne consiste pas à absoudre quelqu'un. Il consiste à relâcher sa propre emprise sur la douleur. Je n'en suis pas encore là. Pas complètement. Mais j'y travaille. Et pour la première fois de ma vie, j'y travaille pour moi. Pas pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise, pas pour maintenir la paix, juste pour moi. 6 mois après la remise des diplômes, mon téléphone a sonné. Papa. J'ai failli laisser aller sur la messagerie vocale. Presque. Allô. Florence. Sa voix semblait différente. Fatiguée. Merci d'avoir décroché. Je n'étais pas sûr de le faire. Silence. Alors. Je le mérite. J'ai attendu. J'ai réfléchi tous les jours depuis la remise des diplômes, en essayant de trouver quoi te dire. Il a fait une pause. Je n'arrive à rien. Alors dis simplement ce qui est vrai. Une autre longue pause. J'avais tort. Pas seulement pour l'argent, pour tout. La façon dont je t'ai traité, les choses que j'ai dites, les années où je n'ai pas appelé, pas demandé, pas sa voix s'est brisée. Je n'ai aucune excuse. J'étais ton père et je t'ai laissé tomber. Je l'ai écouté respirer à l'autre bout du fil. Je t'entends, ai-je dit finalement. C'est tout. Qu'est-ce que tu attendais? Je ne sais pas. Je pensais que peut-être. Peut-être que tu me dirais comment réparer ça. Ce n'est pas mon travail de te dire comment réparer ce que tu as cassé. Plus de silence. Tu as raison. Il semblait plus vieux que je ne l'avais jamais entendu. Tu as absolument raison. Mais, ai-je pris une inspiration, si tu veux essayer, je suis prête à te laisser faire. Vraiment? Je ne promets rien. Pas de dîner de famille, pas de prétendre que tout va bien. Mais si tu veux avoir une vraie conversation, honnête, sans détour, j'écouterai. C'est plus que ce que je mérite. Oui, c'est vrai. Il a ri. Un petit son brisé. Tu as toujours été la plus forte, Florence. J'étais juste trop aveugle pour le voir. Oui, ai-je dit, tu l'étais. Nous avons parlé encore quelques minutes. Rien de profond, juste 2 personnes essayant de trouver un terrain d'entente à travers des années de décombres. Ce n'était pas le pardon, mais c'était un début. Cela fait 2 ans depuis la remise des diplômes. Je suis toujours à Paris, toujours chez Moreau et Associés, bien que j'ai été promu 2 fois. Je commence mon MBA à HEC Paris cet automne, payé par mon entreprise. La gamine qui mangeait des nouilles instantanées et dormait 4 heures par nuit. Elle me reconnaîtrait à peine maintenant. Mais je ne l'ai pas oubliée.
Je la porte avec moi tous les jours. Victoire et moi nous voyons pour un café une fois par mois. C'est parfois gênant. Nous apprenons à être sœurs en tant qu'adultes, ce qui est étrange car nous ne l'avons jamais vraiment été en tant qu'enfants. Mais elle essaie. Je peux le voir maintenant. Je suis désolé de ne pas l'avoir vue, m'a-t-elle dit lors de notre dernier café. Toutes ces années, j'étais tellement concentré sur ce que je recevais. Je n'ai jamais demandé ce que tu ne recevais pas. Je sais. Comment ne me détestes-tu pas pour ça? Parce que tu n'as pas créé le système. Tu en as juste bénéficié. Mes parents sont venus me rendre visite le mois dernier. Première fois à Paris. C'était inconfortable, guindé. Papa a passé la moitié du temps à s'excuser. Maman a passé l'autre moitié à pleurer. Mais ils sont venus. Ils se sont présentés à ma porte, dans ma ville, dans la vie que j'ai construite sans eux. Cela signifiait quelque chose. Je ne suis pas prête à nous appeler à nouveau une famille. Ce mot porte trop de poids, trop d'histoire. Mais nous sommes quelque chose. Nous travaillons sur quelque chose. Le mois dernier, j'ai fait un chèque au fonds de bourse de l'Université de Picardie. 10 000 €, anonyme, pour les étudiants sans soutien financier familial. Rebecca a pleuré quand je le lui ai dit. Flo, tu changes littéralement la vie de quelqu'un. Quelqu'un a changé la mienne. J'ai pensé à la professeure Dubois, au service au café à l'aube, à la nuit où j'ai mis en favori la bourse de la Rochefoucauld, ne croyant jamais que je la gagnerais réellement, au chemin que j'ai parcouru, et au chemin que je veux encore parcourir. Si vous regardez ceci et que quelque chose dans mon histoire a résonné en vous, si vous avez déjà été négligé, sous-estimé, ou si on vous a dit que vous n'étiez pas assez bien par les personnes qui étaient censées vous aimer le plus, je veux que vous entendiez ceci. Ils avaient tort. Ils ont toujours eu tort. Votre valeur n'est pas déterminée par qui la voit. Ce n'est pas un chiffre sur un chèque, une place à une table ou une place sur une photo. Votre valeur existe, qu'une seule personne sur cette planète le reconnaisse ou non. J'ai passé 18 ans de ma vie à attendre que mes parents me remarquent. J'en ai passé 4 de plus à prouver que je n'avais pas besoin d'eux. Et vous savez ce que j'ai finalement appris? L'approbation que je cherchais n'allait jamais combler le vide en moi. Seul moi pouvais le faire. Certains d'entre vous sont en rupture avec leur famille. Certains d'entre vous se battent encore pour des miettes d'attention. Certains d'entre vous commencent tout juste à réaliser que l'amour que vous recevez n'est pas l'amour que vous méritez. Où que vous soyez dans ce voyage, je veux que vous sachiez qu'il est acceptable de vous protéger. Il est acceptable de poser des limites. Il est acceptable de décider que vous comptez plus que de maintenir la paix. Et il est acceptable de pardonner, mais seulement quand vous êtes prêt, pas un instant avant. Vous n'avez pas besoin de vos parents, de vos frères et sœurs, ou de qui que ce soit d'autre pour confirmer ce que vous savez déjà. Vous avez de la valeur. Vous en avez toujours eu. Regardez-vous dans le miroir et dites-le à voix haute. J'ai de la valeur. C'est la première étape. Le reste, c'est à vous de jouer. Mais je crois en vous. Parce que si une fille à qui on a dit qu'elle ne valait pas l'investissement peut se tenir sur une scène devant 3000 personnes en tant que lauréate de la Rochefoucauld, vous pouvez tout faire.